Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, je sens que tu t'apprêtes à brasser la soupe ce matin. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Ça va faire mal. Ça vient de votre bord. Bon, c'est ça déjà. On se disculpe. Non, mais ça va venir de votre expertise, les réponses, par contre. Bon, José. Exactement. On va être à l'écoute. Ça va être tout qu'un exercice. Oui. Je dirais d'humilité, d'introspection, d'analyse. Parce que l'article du jour, en fait, qui nous a inspiré notre sujet, c'est en relation avec les deux fugitifs, les deux jeunes hommes de la Colombie-Britannique. Bon, ça a fait les manchettes. Il y a eu une chasse à l'homme incroyable. Et finalement, ils ont été retrouvés morts au Manitoba. Semblerait-il qu'ils se seraient suicidés par arme à feu. Et eux, ils ont été accusés du meurtre de Leonard Dick, professeur de botanique à l'Université de la Colombie-Britannique, soupçonné d'avoir tué la touriste américaine China Dees et son petit ami Lucas Fowler. Ce dont on veut discuter aujourd'hui, c'est de la réaction du père d'un des deux meurtriers et la réaction de la sœur d'une des victimes. Le père, lui, a dit, si on résume, là, il a dit qu'il comprenait la peine, qu'il est vraiment désolé pour ce qui est arrivé, que ce soit à cause de mon fils ou à cause de quelque chose d'autre. On l'ignore, je viens de perdre mon fils, je sais exactement ce que vous ressentez. Ça, c'est qu'a dit. Quel exercice admirable d'empathie! Bon. Ça, c'est Alan Schmegelski qui a dit ça. Ouais. Alors, un bonhomme de quoi? 59 ans, 60 ans max. Lui, il a dit ça à l'émission 60 Minutes en Australie. Oh boy, avec toute qu'une diffusion. Ouais. La sœur de la touriste, China Dees, qui est décédée, donc, Kennedy, est en joie le vert quand elle a entendu ça. Et elle, ce qu'elle a dit, elle estime que le père qui a dit ça, n'accepte pas sa part de responsabilité dans le drame que vit sa famille. Elle a déclaré sur Facebook, elle a accusé ce père-là de jouer à la victime. Elle a également dit qu'il n'était pas fait de la même étoffe que sa famille et qu'il ne reconnaissait pas sa responsabilité dans l'éducation de son enfant. Votre chagrin vous appartient. Vous ne pouvez pas nous comprendre car nous n'avons rien fait pour causer votre douleur. Alors que vous avez joué un rôle dans la cause de notre douleur, s'est exprimé Kennedy Dees. Ça fesse dans le dash, en bon québécois. Beaucoup. Alors, il y a un homme qui est le père d'un assassin qui, d'après moi, a adopté une attitude souvent féminine qui est de jouer à la victime. Ça commence. Damage control, en anglais, limiter les dégâts, aller au-devant des coups, toutes ces attitudes, plus souvent féminines que masculines. Je n'ai pas dit exclusivement, plus souvent. En tout cas, là, l'exemple nous montre que c'est un homme qui est de même. Oui. Bon. Oui. Et c'est un exemple criant d'homme féminisé, c'est-à-dire d'homme qui a incorporé en lui des attitudes souvent de fois féminines. Et il se fait ramasser par une femme, par une Américaine. Puis solide. Et c'est pas terminé. Il est allé au-devant des coups. Il a fait du damage control. Visiblement, il a joué à la victime. Il a pris le lead. Il a voulu se faire connaître. Il a voulu avoir son heure de gloire. C'est pas terminé. Lui, c'est comme s'il ne peut pas croire que son fils ait fait ça. Tu sais, c'est... Mais de toute façon, y a-tu quelqu'un qui peut croire que son fils va être un meurtrier? Là? Tu dois tout le temps pogner ton air, mettons. Là. Oui, tu regardes les bancs. Alors oui, pour répondre à ta question, oui. S'il y a des criminalisés dans ta famille, il se pourrait très bien que ton fils ait hérité de la graine de criminel. C'est génétiquement transmis.
Et ça existe. Alors oui, il y a des individus qui sont des délinquants depuis l'âge de 9 ans, qu'on appelle des personnalités antisociales, futurs criminels, futurs bandits. Oui, ça existe. Quand il n'y en a pas dans les familles, c'est un peu plus rare. Mais c'est toujours possible qu'ils traînent quelques relents génétiques. Lorsqu'il n'y a pas de génétique de truand dans vos ascendants, vous pouvez effectivement frustrer suffisamment, principalement certains garçons, pour en faire des truands, des délinquants. OK. Fait que le père devrait se regarder dans le miroir pour vrai, là. Ah non, Kennedy Dees, là, elle a raison, elle est tout à fait fondée, d'après moi, de l'admonester. Écoute, le cave, là, non, tu ne joueras pas victime avec nous autres, là. Les histoires de « pardonnez-lui car il ne savait ce qu'il faisait ». Non. J'ai vraiment de la misère à imaginer un enfant qui vit là dans... On va revenir à ça. Dans une famille équilibrée, une famille où il y a de l'attention qui est stimulée, qui a de l'intérêt pour lui, qui va devenir un meurtrier, là. Oui, c'est là la graine, oui. Alors, ça a été déterminé par des études danoises. Ça vient pas de moi, là, chers auditeurs. Alors, le registre d'adoption est ouvert, est connu et public au Danemark. Oui. Ce qui a permis d'étudier toutes sortes de phénomènes, toutes sortes de comportements chez les individus qui avaient été adoptés à partir de jumeaux identiques, puis des jumeaux fraternels. Pour découvrir que les jumeaux, les enfants qui viennent de familles de bandits, de truands, 85 % d'entre eux deviennent des truands. 85. Ouais, des bons enfants, de bonne génétique, adoptés par des truands, 85 % deviennent d'honnêtes citoyens. C'est pas Mailloux qui le dit, le Danemark. Et chez les jumeaux identiques, lorsqu'il y en a un des deux qui est un truand, les risques que l'autre le devienne, 85 % et plus. Par contre, chez les jumeaux fraternels, qui viennent de bonnes familles, quand il y en a un qui devient un bandit, 15 % de risque que l'autre le devienne. Vous savez, deviens pas bandit qui veut. Je fais une petite parenthèse, là. Oui. Dans les conférences là, que je donne, là, je parle justement d'études qui ont été faites au Danemark à cause de ce registre-là qui est ouvert chez des jumeaux identiques. Puis on voulait savoir si l'obésité, là, c'est le milieu dans lequel on vit, il y avait un rapport. Et là, ils ont évalué et analysé, exemple, un jumeau identique qui reste dans sa famille biologique. Et là, un autre qui est allé vivre dans une famille d'adoption où les habitudes alimentaires étaient dévastatrices. Puis finalement, rendu à l'âge adulte, là, oui. Il n'y avait aucun lien, là. C'était de la génétique carrément à 69 % de prévalence. 69. Fait que c'est quand même intéressant. En tout cas, je vais fermer la parenthèse, là. Mais non, c'est important de savoir, chers auditeurs, que le Danemark est le seul pays au monde qui a osé garder les registres d'adoption ouverts. C'est-à-dire qu'on connaît la génitrice et le géniteur, puis on connaît les adopteurs. Ça prend-tu des maudits effrontés, ces Danois-là? Mais quelle race que c'est ça? Moi, Doc, là, aujourd'hui, j'ai un souhait. Puis vous êtes même pas au courant. Je fais une tentative. Je me dis qu'à la gang qu'on est, à la gang qui écoute l'émission, c'est sûr qu'il y a des criminels à l'écoute. Oui. Non, mais on va se le dire. Est-ce que je peux te le confirmer? Et il y a plusieurs prisonniers qui nous écoutent. Ben oui. Il y a des prisonniers. Il y en a un qui m'a raconté qu'il avait branché un radio confectionné sur le bord de sa fenêtre pour faire une antenne avec toute une histoire. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez l'émission. C'est bon. Donc, mon souhait. Oui. Qu'on parle de petits criminels, qu'on parle de grands criminels, j'aimerais ça que vous appeliez. Pas pour... on vous posera pas mille une questions sur les crimes et les ça. Mais j'aimerais ça savoir si vous avez prétend que vous nous expliquiez
Avez-vous dans votre famille des criminels? Y a-t-il de la génétique? C'est-tu de la façon dont vous avez été élevé? Parce que je suis convaincue, Doc Mayou, que si on demande aux parents de criminels s'ils pensent qu'ils ont une part de responsabilité, qu'il n'y aura pas d'appel ou qu'ils vont tous dire non. Puis je vais vous aider à détecter les signes. Je ne les dis pas d'avance pour ne pas induire des confidences, mais c'est relativement connu. Fait que moi- C'est-à-dire, c'est connu. Les signes de criminalité, Bon. Aujourd'hui, là, ça peut même être... Parce que dans une même famille, c'est ça aussi qui peut arriver. Il y en a un criminel, puis l'autre, ben oui. il est bien correct, lui. Ah oui. Ah oui. Il est dans une même famille, il peut avoir un policier puis un criminel, là, puis ils ont le même père et la même mère. Non, mais c'est vrai, là. Oui, tout à fait. C'est D'accord, pour je ça ris, que- mais... C'est pour ça que c'est embêtant, Oui, là, t'as de raison. se prononcer, là. Fait que, donc, si vous avez dans votre famille un criminel, que ce soit, là, voleur, pédophile, tueur, c'est-à-dire- agresseur... Est-ce que je peux te faire une suggestion? Bien, certain. Les déviations, c'est les perversions Ah, que c'est pas sexuelles, pareil? on pourrait les mettre de côté. Parce OK. que ça touche tout le monde. Puis la plupart n'ont pas d'antécédents criminels. OK. Fait qu'on parle de... Oui. OK. Délinquance, trafic de dope, Voie de fait, voie de fait, bataille, extorsion, vendeur de fraude, drogue, c'est ça, vol, vol de recel, banque, recel. Ben oui. OK. Le package. Alors, Oui. dans mon idéal, Oui. ça serait que le criminel ou la criminelle appelle. Ou ça peut être frère, sœur, proche, qui pourrait nous indiquer, nous donner des pistes, à savoir s'il y a une responsabilité de la part des parents quand un enfant devient criminel ou pas. On va aller à la pause. Je me croise les doigts. En bon québécois encore, c'est vraiment une longue shot que j'essaie là. Vous pouvez également nous texter au 25226. Vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, dans l'émission, c'est sûr que c'est pas évident de demander aux gens de nous téléphoner là, pour nous parler de leurs frères criminels ou encore... Parce que le plus dur là-dedans, c'est pas tant de parler du frère criminel, selon moi. C'est de remettre en cause l'éducation des parents. Il y a beaucoup d'enfants, d'adultes même, qui protègent leurs parents encore. On le voit souvent dans l'émission. Fait que Oui. ça sera pas évident, là. Tu sais, cette question-là, aujourd'hui, je pense que j'ai posé la question, j'ai fait l'appel, ma job est faite, mais je pense pas qu'on va avoir grand appel là-dessus, là. Mais tu sais, on a ici Oui. un message. Attendez un petit peu. Je vais vous lire quelqu'un. Parce que on a homme, 40 ans. Moi, entrepreneur. Ma sœur, c'est un métier en éducation. Mon jeune frère, 38 ans, depuis qu'il a 11 ans. Toujours aimé tout ce qui est illégal. Respirer de l'essence, jamais tenu de job, drogue, vol, prison. Là, il est quasiment itinérant. Je vous conseille une chose, tassez-vous de tout ça. Hypocrisie, beaucoup de troubles, difficultés pour les parents. Ça fait pas longtemps, mais ma mère a mis un stop à tout. C'est délirant, cette histoire. Depuis, elle se porte mieux avec le temps. Oui, effectivement. Alors, il se peut que dans une bonne famille, vous ayez engendré un enfant avec une très mauvaise propension génétique. Il est très difficile, par l'éducation, de redresser un génétiquement croche. Il y avait jadis au Québec les écoles de réforme. Avec des résultats tellement spectaculaires qu'on les a fermés. Et je suis sarcastique, là. Si ça avait donné des bons résultats, les écoles de réforme, il y en aura encore. Tu comprends? On a transformé ça dans des centres jeunesse fermés, ouverts. Ouais. Des fois, ils ressortent pire que quand ils sont entrés. Ça se dit rarement, mais ça existe. Hein? Ben, écoute, on n'ose pas comptabiliser. Ici, on a Femme 62, nous sommes 9 enfants. Un seul de mes frères est un criminel. Il a été élevé comme nous tous. Oui. Il a commencé ses méfaits à l'âge de 10 ans, vol à l'étalage, bris de biens des autres, vol de voitures et vol de dépanneurs. Ouais, un délinquant. C'est ça qui est spécial. Avez-vous marqué dans les deux cas? L'homme de 40 ans, tout à l'heure, son frère, un criminel de 38 ans, a commencé à 11 ans. La femme de 62 ans, son frère criminel, a commencé à 10 ans. C'est reconnu autour du globe que la personnalité antisociale, la personnalité du futur bandit,
se manifeste à partir de l'âge de 9 ans. Oubliez pas ça. Avant d'aller parler avec Marie, là, c'est parce que ça... Tantôt, je disais ça en exemple. Là. Je suis sûre que dans des familles qui ont des policiers et des criminels, là, ben, mon père a fait de la prison pour avoir fait des petits vols il y a plusieurs années. Son propre frère était policier dans la ville de Montréal. Fait qu'effectivement, c'est spécial, pareil. En tout cas, avec les auditeurs, on va pouvoir creuser un petit peu plus loin. Bonjour, Marie. Allô, Marie? Attendez un petit peu. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bienvenue, Marie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous entend bien, là. Oui, bien, c'est ça. J'étais en voiture. Excusez, je vais essayer de me stationner. Je ne voudrais pas prendre une contravention ou quoi que ce soit. Alors, je suis rendue. Je peux vous parler. Allez-y. Excellent. Fait que vous, votre père était un criminel. Oui, mon père, excusez le mot, c'est un peu un fucké. OK. Dans le fond, lui, mon père est né dans une famille avec une mère très stable, mais un père pas stable du tout. Il a commencé à boire puis à consommer avec son père dès l'âge de 12-13 ans. Là, il allait dans les bars. Ma mère est tombée enceinte malheureusement à 17 ans. Malheureusement et heureusement de moi, parce que sinon je ne serais pas là pour vous parler. Et puis, ils ont été ensemble pendant 10 ans. Ils ont eu 3 enfants ensemble, mais on a vécu toutes sortes de choses, de violence conjugale, tentatives de suicide, plein de trucs, là. Écoutez, déséquilibrés, là, que des enfants gardent en mémoire longtemps. À l'âge de 28 ans, ma mère s'est séparée. Elle est partie avec les 3. Lui a toujours voulu avoir contact avec nous, mais c'était pas des bons contacts. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais jeune, j'étais quand même une belle fille. Fait que lui, il venait me chercher pour venir chercher mes pourboires parce que je travaillais à pourboire parce qu'il avait besoin d'argent pour faire tous ces trucs. Ensuite, il a essayé souvent là, de me faire vendre de la drogue, de me tasser, de me faire tomber en amour avec des gars qui avaient des mauvais liens avec lui parce qu'il vendait de la drogue, il volait même sa propre mère, il volait. Est-ce qu'il a déjà essayé de vous faire prostituer pour retirer l'argent? Oui. Vous l'aviez mais pas ça n'a pas fonctionné. Je suis quelqu'un que je pense qui a un caractère trop fort. Je sais pas. Ouais. Ça n'a jamais réussi. En tout cas, ça vous a servi? Ça vous a servi, ce caractère-là, quand même? Oui, quand même. Je suis rendue loin dans la vie. Je réussis très bien. Puis, j'ai pas suivi ses traces. Inquiétez-vous pas. Non. Non, mais excusez-moi, je fais une petite parenthèse, là, parce que ça se discute pareil comme si on parlait d'une tarte au sucre, là, mais juste prendre un instant, là. Votre propre père vous a incité à faire de la prostitution. Votre propre père voulait que vous preniez de la drogue. Il n'y a pas plus bas que ça dans ma tête à moi, là? Non, c'est ça. Puis ma mère, qui est très intègre, elle se battait contre tout ce pattern-là continuellement avec la violence verbale, physique et psychologique. Là. On en avait quand même peur. Et il y a eu toutes sortes de choses. Elle essayait de se tirer. Puis dans le fond, les plombs ont passé à travers la chambre. Une chance pour ma soeur, on était là, mais on n'a pas eu de plomb. Fait qu'on l'a retrouvé plein de sang dans la chambre. Dans quel coin du Québec ça s'est passé, ça, Marie? C'est dans Limoilou. On vivait dans un quartier défavorisé, bien entendu. Là. Limoilou, c'est à Québec, là, pour les auditeurs qui viennent de l'extérieur. Là. Oui, c'est à Québec. Bref, pour revenir à votre enjeu, dans le fond, ma mère en a eu 3. Puis quand il est parti, il en a eu un autre avec une autre dame qui, elle, était anciennement prostituée. Parce que, tu sais, c'était toujours des enfants de magouille. Puis, ce garçon-là, lui, a embarqué dans le pattern là, du bonhomme. Là. Puis aujourd'hui, dans le fond, en tout cas, la mère était pas équilibrée. Lui, moi, j'ai été chanceuse. Là, ma mère était là pour nous autres. Elle a toujours été équilibrée. Puis, je pense qu'on est devenus des bonnes personnes à cause d'elle. Là. Si ça avait été lui, je suis pas sûre qu'on aurait été ce qu'on est tous devenus aujourd'hui. C'est génétique. Là. C'est génétique. Alors, le garçon qu'il a conçu avec une prostituée, c'est connu. Les chiffres sont connus. Les risques, vous savez, quand 2 bandits se croisent, deux délinquants, 2 criminels se croisent, un homme et une femme, au moins 85 % de la progéniture va être criminelle, en partant. Alors, c'est les chiffres officiels. Même si vous prenez ces enfants-là,
puis vous les mettez dans des bonnes familles. Ça ne change rien. Ouais, ben c'est ça. Puis je pense qu'il y avait comme un peu une jalousie de voir que nous, les trois de notre côté, on réussissait, puis lui, il se battait contre ses diables, puis là, sa mère était embarquée dans les témoins Jéhovah, puis là, vendait à l'adolescence, lui, il a voulu sortir des témoins Jéhovah, puis là, elle l'a mis dehors. Fait que là, finalement, il s'est ramassé dans la rue, puis, tu sais, aujourd'hui, il est schizo, puis il se bat contre ses démons, il a de la misère avec la consommation d'alcool, drogue, je ne sais pas, parce que je le vois pas. Confondre les personnalités criminelles avec les maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Là. C'est important de ne pas confondre les deux. Oui. Mais je ne le juge pas du tout. Là. Écoutez, je l'adore. Je peux l'aider. Je l'aiderais. Non, c'est pas ça qui est le point. J'aurais aimé le prendre et l'emmener avec nous autres pour qu'il y ait, comme vous dites, la graine que nous, on a eue. On a été chanceux. On n'a pas eu la graine du bonhomme. Marie, vous n'avez pas compris. La graine est génétiquement transmise. Oui, je l'ai compris. Oui, c'est ça. Ce n'est pas acquis. C'est inné. Non, ça. Alors, non, mais peut-être qu'on aurait pu l'aider davantage. Là. Non. C'est ça que les études danoises ont révélé. Mm-hmm. Si vous prenez des enfants de criminels, que vous les placez dans des familles de bons citoyens, 85 deviennent des bandits. La même chose que s'ils sont demeurés dans leur famille de criminels. Marie, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Bonne journée. Au revoir. Il y a de l'information qui est difficile à accepter, mais c'est ça. Il y a des gens qui adoptent des enfants qui viennent de l'extérieur. Oh oui! Et qui ont de gros problèmes. Oui! Ils pensent qu'ils ont beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt à les aider. J'en connais qui ont engagé des spécialistes à n'en plus finir pour aider ces enfants-là. Et la génétique est plus forte que tout. Tu sais, moi, là, comme femme, là, je me suis toujours dit, à un moment donné, j'y ai pensé, tu sais, à adopter à l'extérieur, etc. Mais tout l'amour que j'aurais eu à donner, ça n'aurait pas pu venir à bout de la génétique d'un enfant qui venait d'une famille criminalisée. Non. Puis ça, on le sait pas, l'enfant vient d'où quand t'adoptes, là? On sait pas quel genre de famille. Exactement. Fait que c'est vraiment comme jouer au casino, là. Exactement. On va aller à la pause, Doc. Et, soit dit en passant, c'est assez rare que les bons parents responsables donnent leurs enfants en adoption. Avais-tu remarqué? Il y a différents contextes, par contre. Il y a eu la guerre, il y a eu dans certains pays... Oui, mais il est assez rare que des bons parents donnent leurs enfants en adoption, surtout à l'international. On va aller à la pause. Et au retour, on a Louis, un criminel de longue date qui a fait de la prison. Fait qu'on va pouvoir carrément discuter avec lui, à savoir s'il y a de la génétique, à savoir si les parents ont une responsabilité dans le cheminement de leur enfant. Aujourd'hui, dans l'émission, on revient sur un article qui a fait le tour un peu des médias, là, mais dans l'actualité, il y a la sœur d'une des victimes qui a été tuée par les deux fugitifs, là, les meurtriers qui se seraient enlevé la vie. Finalement, ils auraient retrouvé au Manitoba. Le père d'un des tueurs, lui, a dit qu'il est désolé pour ce qui est arrivé, que ce soit à cause de son fils ou à cause de quelque chose d'autre, on l'ignore. Je viens de perdre mon fils, je sais ce que vous ressentez. Bon, la sœur, en joie le vert, je le dis comme ça, parce que dans tous ses états, elle n'accepte pas du tout la réaction. Et elle a même dit, on n'est pas fait de la même étoffe que la famille du criminel, qu'ils ne reconnaissent pas sa responsabilité dans l'éducation de son enfant. Votre chagrin vous appartient, vous ne pouvez pas nous comprendre car nous n'avons rien fait pour causer votre douleur alors que vous avez joué un rôle dans la cause de notre douleur. Fait que c'est droit au but. Straight to the point. Et on veut savoir aujourd'hui, avec votre participation, les auditeurs criminels, si vous pensez que vos parents ont une part de responsabilité là-dedans. C'est-tu de la génétique? C'est-tu au niveau de l'éducation? Et là, nous avons Louis, un criminel qui se dit lui-même criminel de longue date. Bonjour, Louis. Bonjour. Oui, bonjour, Louis. Merci d'appeler. Moi, c'est exactement ça que je recherchais, des gens qui pouvaient parler pour eux-mêmes, là. Fait que vous avez commencé à quel âge votre carrière de criminel, là? Ma première sentence criminelle, je dirais que c'est plus d'avoir vu des choses. Je pense qu'à partir de là, j'étais déjà devenu un criminel parce que je parlais pas. Ça veut dire que moi, à l'âge de 8 ans, mon père avait un commerce de distribution de produits pétroliers. Il faisait des fausses factures à la fin de semaine.
Ils mettaient ça dans une boîte. Là, quand ils arrivaient chez le client, puis il n'y avait pas assez de pétrole, tu prenais pas assez de pétrole, exemple, ben, ils faisaient une fausse facture, puis ils mettaient plus de pétrole. Fait que, moi, je me suis aperçu de ça, j'avais 8 ans. Je disais pas rien, tu sais, fait que je trouvais ça, tu sais, ça dépend. Moi, je pense que c'est les outils qui te donnent, des fois, jeunes, que tu n'as pas besoin d'avoir dans ton coffre à outils dans ta vie. Tu fais de toi après ça, peut-être un criminel. Je sais pas si vous me suivez, ça veut dire non, que pas moi, du je tout. savais... Pas du Non? tout. Ah non, non, vous avez été thérapeutisé comme ça se peut pas. Alors, vous parlez, j'ai rien compris, mais continuez, Non, c'est non, bon. attends. Moi, je veux juste savoir, à l'âge de 8 ans, quand vous vous rendez compte que votre père, c'est un fraudeur, ça vous fait quoi dans votre tête? Vous dites, vous vous sentez mal? Comment vous vous sentez? Ben, moi, j'ai dit, tu fais les fausses factures, puis tu donnes ça aux gens. J'ai dit, ben oui, mais ça, faut pas que t'en parles. Ça a resté de même. Mais mon frère, lui aussi, travaillait avec mon père, puis lui, il s'est jamais aperçu de ça, là. Mon père lui disait tout le temps, ben toi, t'es un petit vite, tu t'aperçois des affaires. À l'âge de 15 ans, moi, j'étais un enfant aussi battu. Puis à l'âge de 15 ans, je suis parti de chez nous. Mais là, quand tu pars de chez vous à 15 ans, ben, tu cherches des outils. Des outils, c'est quoi? C'est de faire de la fraude. Fait que moi, ça a commencé dans le fond. Après ça m'a amené à des vols. Ça m'a amené à la drogue. Puis le gros pourcentage d'affaires qui a fait que j'ai été un criminel pendant 20 ans de temps, c'est la drogue. Parce que la drogue, je peux vous dire que ça fait virer du monde bout pour bout. On vient qu'on a plus de... On se respecte plus. On respecte plus les personnes qu'on a côtoyées. On respecte plus notre blonde. On respecte plus nos parents. Moi, la drogue, ça a été le gros problème. J'ai été 17 ans à consommer de la drogue à tous les jours. Puis chaque journée, il fallait que je trouve une façon de trouver de l'argent. Puis c'était pas des petits montants, on parle de 4, 5, 600 piastres par jour à trouver, là. Fait qu'il faut que tu trouves ce montant-là. Fait que la façon de trouver ces montants-là, ben la plupart du temps, c'est dans... Moi, ça a été de la fraude, là. J'ai fait beaucoup de fraude. Puis qui m'a amené à faire de la prison aussi, là. Vol à main armée? Non, pas de vol à main armée. Vol avec effraction, faire les maisons, voler du matériel de maison? Ça a été mes premiers débuts. Ça a été les introductions par infraction. Après ça, ben je m'avais des compagnies, puis là, je fraudais le monde. Je faisais les factures. Je donnais pas les produits. Je mettais l'argent dans mes poches. Je faisais ça pendant 7-8 mois avec une compagnie. Je partais avec une autre compagnie. J'ai fait ça pendant 17 ans de temps. Jusqu'à la dernière sentence, qui, elle, m'a été plus marquante. C'est-à-dire? On parle de 5 ans. Oui. Fait que là, tu t'aperçois au bout de ça que pendant ton 5 ans, que tu dégèles à un moment donné aussi, là. Oui. Puis là, tu reviens sur terre. Puis moi, après ça, j'ai connu des personnes qui étaient pas dans le milieu du tout. Après votre sentence de 5 ans, après votre emprisonnement de 5 ans, vous étiez rendu à quel âge, Louis? J'avais 44 ans. Vous aviez 44 ans. Avec enfants ou sans enfants? J'avais 2 enfants. 2 enfants. Même mère? Non. 2 mères différentes? Oui. Avez-vous déjà payé des pensions alimentaires ou si vous étiez au-dessus de ça, vous? Oui. Non, j'en ai payé sur un, mais pas sur l'autre. OK. Puis est-ce que les mères étaient criminelles aussi? Non. Mais ils savaient que moi, j'étais un criminel, puis ça ne les arrangeait pas. Là. Fait qu'ils fermaient les yeux, là, parce qu'ils en profitaient, eux autres aussi, là, veulent pas. Là. Ah, pardon? Non. Élaborez là-dessus, s'il vous plaît. Ben, ils profitaient que moi, j'étais soit un criminel. Bon, s'il y a de l'argent qui rentre, il y a de la drogue qui rentre, ils en profitaient automatiquement. Là, fait que c'est pour ça que ça... Elle prenait de la drogue ou dépensait l'argent de la vente de drogue? Non, prenait la drogue. Puis, 2 très bonnes mères. Ben non, c'était pas des criminels, tu sais, 2 drogués. À quoi qu'elle se droguait, Louis? C'est la cocaïne, c'est la cocaïne. Oh, seulement elle se poudrait le nez. Ben oui. Ben, c'était plus la freebase là, qui est encore un peu oui. au-dessus. Là. Est-ce qu'elles ont utilisé la freebase pendant la grossesse? Non. Mais après ça s'en donne à cœur joie. Vos enfants, sans identifier, là, vos enfants sont dans quelle catégorie d'âge, là? J'ai un de 22 puis une de 20. Puis ça ressemble à quoi au niveau de... Avez-vous peur que la génétique embarque de leur côté aussi? Mon garçon est en prison. Bon. Et la fille? Complètement parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait? Travail, très sérieuse, en couple. Moi, Puis votre garçon, lui, est-ce qu'il vous a vu aller dans vos crimes, etc.? Oui. Il dit toujours que quand les fois je parle, c'est « Ah, je suis pas pire que toi, ça peut pas être pire que toi. » C'est en plein ça, il a raison. Oui.
Mais, Je peux pas dire le contraire est-ce que non votre plus. fille a été témoin de vos gestes criminels? Oui, Tout autant que le garçon. tout autant. C'est pour ça que c'est comme mes frères et sœurs, on est quand même 8 chez nous. Il n'y a Ouais. pas personne qui fait de la prison, là. Oui, oui. C'est Alors, fait vous- que je me dis, c'est génétique, probablement pas. Par contre, c'est comme je disais au début, c'est des outils qui t'ont donnés. Si l'autre ne voit pas que tu peux faire de la fraude, mais s'il n'est pas conscient de ça. Mais Louis, j'ai une question quand même là, pour vous. Oui. Tu sais, dans le temps, je ne vais pas vous donner des excuses, mais vous deviez être drogué aussi, etc. Là, mais quand vous parlez d'outils, là, c'est quoi que vos enfants ont vu exactement? Et à partir de quel âge? Ben, c'est parce que c'était tout le temps de la magouille, la police qui nous arrêtait, bon, les menottes dans le dos, les ton boss, interrogatoire, des choses de même. C'était tout le temps. De la cachette, de la drogue, ton enfant, il voit bien là, que t'es pas normal, là. Aviez-vous un gun? Non. Jamais eu de gun? Non, ça m'a jamais passé par la tête. OK. Votre histoire d'outils qu'on vous a donné, là, Oui. ça sent l'intervenante à plein nez. Vous avez pris ça où, ça, cette expression-là, les outils qu'on m'a donnés? Ça, disons qu'avec la consommation, veut pas, tu fais 4, 5, 6, 7, 8 thérapies, là. Louis? Puis, c'est un petit peu le langage de ces thérapies-là là, qui finissent pareil quand même par te donner... Est-ce que cette expression-là vous vient d'une intervenante ou d'un intervenant? Oui, ça vient du coffre à outils qu'on entend souvent, là, puis dans les thérapies, Louis! oui. Je viens de vous Louis. répondre, c'est oui. Oui. Difficile. Il l'a dit, il a compris. Mais ça peut-tu aider ou non? C'est juste des images infantilisantes? Ben écoute, lequel qui vous a aidé le plus, le coffre à outils ou la sentence de 5 ans? La sentence. Merci, Louis. Alors, les intervenantes, j'espère que vous êtes à l'écoute. Bye. Merci beaucoup, Louis. On apprend Merci beaucoup. le coffre à outils. Hey, ça dépend des outils qu'on t'a donnés. C'est pas de ma faute. Pas moi. Notre gars de Vancouver, là, il a fait de la thérapie, lui, là. Ça là. déresponsabilise les gens, c'est ça? Et une sentence de 5 ans, là. Il était tanné à 44 ans. Il dit, wow, moi, là, les outils, le coffre à outils, on laisse ça tranquille. Mais Doc, je reviens tu plus vois, en là, prison. Je suis très reconnaissante envers Louis. Vraiment, Ben oui. là. Ben. Moi, je trouve ça très intéressant de parler oui. à qui de droit, là. Lui, son père, c'est un criminel, il a tout vu ça. Il est un criminel, ses enfants ont tout vu ça. Il y en a un qui est en prison. Il y a 2 enfants. Il y en a des une, deux. aucun problème. C'est ça. Ça fait que la génétique n'est pas tombée sur elle. Non, Parce qu'elle a alors- tout vu autant. Elle a Oui, tout oui. vu autant que son frère. Ben oui. Écoute, est-ce que ça peut être plus contemporain que 22 et 20 ans? C'est-tu comme gagner à la loterie, ça? Que cette génétique-là ne tombe pas dessus, là? Ben oui, c'est l'autogénétique. Et- Ben oui. Garde, dans sa famille, malgré que le père est un truand, 9 enfants, il est le seul truand. Les autres, On va parler avec Jean-Guy. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Jean-Guy. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très Jean-Guy. bien. Racontez. Ah, OK. Ben moi, j'ai une famille assez fuckée, là. Moi, j'ai un frère qui faisait des coffres forts, puis j'en ai un autre qui était sympathisant des Hells, puis 4 meurtres à son actif. Fait que j'ai une sœur qui est folle, qui n'est pas diagnostiquée, là. Elle n'a pas d'outils, elle, là. Puis, J'ai-tu bien compris 4 meurtres à son actif? Oui, OK. il faisait des contrats pour les Hells, là. Puis à un moment donné, il est devenu dangereux pour les Hells. Ils ont essayé de le passer en embuscade à Donnacona, puis il a flairé le coup, puis il a été transféré à Kingston parce que sa vie était en danger. Puis après ça, il a viré sa veste, il est allé avec les Rock Machine. Puis moi, quand j'étais jeune, ben ma mère, c'est une femme avait 16 ans, son premier enfant était mariage forcé, là, avec un Italien. Puis, écoute... attends un peu. Wow. Jean-Guy, Oui. un mariage forcé avec un Ouais, parce que Italien. c'était pas... Écoute, dans les années 60, elle était enceinte, puis catholique à côté, les deux bords, là, les Italiens, puis... Fait OK. que ils l'ont comme forcé à se marier, là. OK, les familles, à cause de la grossesse. Ouais, c'est ça. Ah, ben bravo. Fait
Bravo le jeune catholicisme. Bravo le catholicisme. On applaudit. C'est pas la première en passant, ça. On Non, va non, faire de non, quoi c'est là-dessus? ça, là, c'est plus tard. mal. Vive Écoute, les religions, mon ami Jean-Guy. Vive la grandeur des religions. Oui, c'est ça. Puis donc, suite à ça, ben là, elle a été... écoute, c'était une jeune fille mère, puis elle avait pas d'éducation parce qu'elle était 18 chez eux, puis elle a fini la 6e année pour aller torcher les autres, là. Fait que c'est ça, là. Puis moi, ben, là-dedans, ben, j'ai grandi là-dedans, puis j'en ai vu des affaires. Mon frère, là, il venait dans ma chambre, là, avec son chum, là, puis il arrivait avec son dos coupé, puis il me disait, va voir Jean-Guy, va voir s'il y a un gardien à la caisse populaire, puis là, j'allais voir avec mon bessic. Puis là, dans ce temps-là, moi, j'étais un tripeux, tu sais, je tripais aussi, là, c'est... Jean-Guy, dans quelle région de la nation? Non, ben là, je baignais là-dedans, là. Non, dans quelle région de la nation? Ah, Laval-Ouest. À Laval-Ouest. Bon. OK. Ah, parce qu'il y avait les papayes avant. Les papayes, ils étaient là avant. Après ça a été les Hells qui sont installés là. Puis ceux qui ont passé dans le fleuve, là, qu'ils ont passé avec les sacs de coussage. Ben, Oui, c'est oui, ça. oui. J'ai failli l'invoquer, je me rappelle de ça. Pourquoi votre mais- frère était là-dedans dans ce temps-là? Des commissions pour les Hells dans ce temps-là, là, dans le bon d'âge, pour aller chercher de la bière, là. Puis des cigarettes. Puis là, Hey, puis les sacs de couchage avec un bloc de béton c'est dedans ça. à Sorel. Ils ont calé, là, parce qu'ils étaient rendus trop je sais pas, là, indépendants. Là. Ils géraient trop leur affaire sans Sorel, là. Puis vous avez baigné là-dedans du plus jeune que vous vous souvenez? Oui, j'étais le bébé de la famille. Moi, là... Non, le cadet, moi, non, j'étais un sportif, le cadet, moi, oui, j'aimais oui. le sport. Ma mère, elle travaillait pas. Elle a quitté mon père. Elle était sur bien-être social. Écoute, 5 enfants. Puis là, moi, j'étais sportif. Ma mère faisait du ménage en dessous de la table pour que j'achète des affaires pour faire du sport. Je faisais des mauvais coups aussi, là. Mais j'allais me pitcher à la mythe, j'allais jouer au baseball, tu sais, je faisais des mauvais coups d'enfant aussi, mais même mon frère m'a demandé d'aller des bars de danseuses pour aller vendre de la coke là-bas, puis j'avais 16 ans, puis il dit, y a personne qui va te toucher, t'as pas de dossier, regarde, là, t'auras pas de problème, tu sais, puis, mais moi, ça me faisait peur, mais moi, j'étais trippé pareil, parce que j'ai fumé du hache, j'ai fait... Oui, mais Jean-Guy, avez-vous été coffré? Non, moi, c'est ce qui m'a sauvé. Je suis sorti de ce milieu-là, je suis rentré dans les forces. Ah! Moi, j'avais un secondaire 3. Écoute, j'avais pas d'éducation, de scolarité, disons. Ma mère m'a éduqué quand même, là. Puis elle essayait du mieux qu'elle pouvait, là. Mais moi, écoute, j'avais 17 ans, là, puis je redoublais au bout de l'école, là. J'avais pas de capacité parce que j'ai jamais été... ma mère, quand j'arrivais de l'école, elle me disait jamais, t'as-tu des devoirs à faire? Écoute, elle en avait trop à gérer, là. Écoute, d'autres, moi, j'allais jouer dehors. Alors, Jean-Guy, vous avez, à l'âge de 17 ans, vous rentrez dans les Forces armées canadiennes? 18. À 18 Parce que moi, ans? j'avais pas d'avenir, là. Je veux dire, j'avais rien. Écoute, Oui. Jean-Guy, c'est pas un reproche. Au contraire. Hein? Bon, Non, vous avez c'est pas ça que je vous avez dis, été combien de temps dans les Forces armées 20 ans, canadiennes? moi, je suis sorti, là, je suis retraité des forces, justement, là. C'est sûr que moi, je suis sorti médical, là, post-trauma, là. On revenait de la Bosnie en 2002. Puis, j'étais encore pogné avec ça, mais écoute, le sacrifice, il avait la peine parce qu'aujourd'hui, je vis une belle vie. Puis, je suis marié, je suis avec la même épouse, ça fait 27 ans. Oui. Puis, j'ai une fille de 20 ans qui s'en va en bac en psycho. Puis, là-dessus, là, écoute, j'ai une belle vie, là. Puis votre frère est rendu où, lui? Ça va pas trop bien, là. Votre frère, il est encore en vie? Mon frère, j'ai celui qui faisait des coffres, là. Lui, il était celui qui lui a appris à faire des coffres, c'est celui qui a pris le cœur du frère André en otage les années 70, là. Puis, je sais pas si Doc Mayou se souvient de ça, là. Non. OK, ce gars-là, mon frère, il pouvait faire 30 000, 40 000 d'une shot, mais lui, à toutes les fois, là, qu'il pognait des sentences, pognait de plus en plus sévères. Là, il a arrêté. Aujourd'hui, il est préposé bénéficiaire à Montréal. Il faut 30 ans quasiment, là, parce que lui, il était pas vraiment... Lui, il était plus un criminel de comment je pourrais dire ça, là. Lui, ce qu'il aimait, c'était l'argent, mais il aimait pas, tu sais, c'était pas un tueur, là, tu sais. C'était pas un violent. Lui, il était encore en dedans, lui. Un truand, mais pas violent. Oui, il y a des crimes violents, il y a des crimes non violents. Ouais, lui, il était plus, il aimait plus l'argent, puis à un moment donné, là, plus qu'il pognait les sentences, moins qu'il aimait faire du terre en dedans, là. Alors, Puis il est l'autre? préposé aux bénéficiaires. Puis l'autre? Oui. 4 meurtres à son actif. Il est rendu où? Il est encore en dedans. Pour longtemps? Mais il n'est pas en dedans par rapport à ces meurtres-là, parce qu'il y avait des meurtres que, je veux dire, dans ce temps-là, tu savais comment ça marchait, là.
il faisait pas trop de temps pareil, là. Ils font un tiers de leur sentence, whatever, là. Puis il a sorti, mais il rentre toujours en dedans. Il est institutionnalisé, là, qu'on dit, là. Il est vraiment... Oui. Son monde est en dedans. Moi, j'ai décroché tout ce monde-là. Quel âge a-t-il, celui qui a 57 aujourd'hui, je pense. Lui. Puis lui, là, il est en prison pour quoi? En prison pour qu'est-ce qu'il est, là. Il est en prison parce qu'il est en prison. Il n'a jamais été capable de vivre de Jean-Guy, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais est-ce que vous savez? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi il est en prison actuellement? Non, j'ai plus de contact. Ah, bon, ben, dites-nous-le, je ne sais pas. OK. Il a passé sa vie, puis il sort, il rentre. Oui, c'est ça. Lui, est-ce qu'il est bien? milieu, Est-ce qu'il aime être en prison? Ben, sûrement. Hein. Écoute, c'est non, ça. À votre connaissance, je suis très sérieux, c'est pas une blague, là. Ah non, c'est dans ma réponse. Moi, je pense que oui, là. C'est parce son que milieu. j'ai évalué des individus, José, qui étaient complètement déboussolés en dehors du milieu carcéral. Désorganisés. Et faisaient un petit larcin pour être... et compte tenu des antécédents, il a seulement à faire un petit vol, un petit cossin, et il rentre pour 2, 3, 4 ans. Parce que à cause des antécédents criminels. Ben, c'est pas mal ça qu'il fait, hein. Écoute, il vit de ça. Oui. Puis c'est comme moi un peu, regarde, je suis sorti des forces, là, puis j'ai beaucoup de difficultés à revenir dans la société, là. Vous avez quel âge, Jean-Guy? J'ai 51. 51 ans. Puis, tu sais, c'est de l'endoctrinement, hein, veux pas, d'un bord ou de l'autre, là. Je parlais avec mon beau-frère dernièrement, puis il me disait, Colin, tu parles de l'armée comme si t'étais en dedans. Ben, c'est un peu ce milieu-là, hein. C'est pas un milieu de comment je pourrais dire ça, c'est un milieu qui est comment je pourrais dire ça, là, t'as tout ça de monde, hein. C'est un peu comme en dedans, là. Si t'es faible, tu survis pas, là, tu sais. Bon, Jean-Guy. Ben, une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler parce que je connais le milieu des Forces armées canadiennes. Bon, moi aussi. un gros merci. Vraiment, Jean-Guy, Beau très témoignage. apprécié. Ouais. Très. Ben, ça me fait plaisir. Puis bonne continuation. Ma fille, vous écoutez Espèce beaucoup, de grand placoteux. Non, mais j'aime ça, moi, c'était ça que je voulais. J'en ai des histoires, là. Écoute, j'en voulais des histoires, j'en ai, moi. Là, il vient m'appeler. Bye, Jean-Guy. Merci. OK, bye. José, ces hommes québécois, ces Canadiens français qui ne parlent pas, écoute, ils sont intarissables. Il y a beaucoup de Canadiens français, d'hommes Canadiens français, compteurs naturels. Ah non, il est très bon, Jean-Guy, là. Moi, je l'aurais écouté des heures. Jean-Guy peut nous entretenir des semaines de temps sans arrêt. Hey, je suis tellement contente. Moi, j'avais peur que c'était trop audacieux, tu sais, que les gens auraient eu de la difficulté à nous téléphoner pour parler de notre thème qu'on recherche aujourd'hui. Puis, vous voyez, on va à la pause, là. Pour retour, on a Maxime, qui vient d'une famille de criminels. Donc, restez avec nous. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission où on fait appel aujourd'hui aux criminels, aux familles de criminels ou à ceux qui ont un frère ou une sœur criminelle. Et on veut savoir si vous êtes d'accord avec la sœur d'une des victimes des 2 tueurs fugitifs qui se seraient suicidés, là. À savoir qu'elle reproche au père, elle lui donne la responsabilité dans l'éducation de son enfant. Donc, on veut savoir, on veut le tester avec vous directement à la source, là. Dans ceux qui viennent de familles de criminels, comme Maxime qui est avec nous. Bonjour, Maxime. Bonjour, ça va bien? Maxime. On vous écoute, racontez-nous. Bon, moi, dans le fond, faire une histoire courte, j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 3 mois. J'étais avec mon frère. Nos parents, mon vrai père, c'est un voleur de banque, un criminel, un drogué, ainsi de suite. Ce qui est de ma mère, c'est la même chose. Fraudeuse, danseuse, drogue, ainsi de suite. Puis la patente. Allez pas trop vite. Allez pas trop vite pour votre mère. C'est vraiment important, là, José. Vous avez dit fraudeuse. Ouais. Deuxième. Danseuse. Oui. Danseuse droguée. à poil ou danseuse à moitié habillée? Bah, j'aime mieux pas savoir rendu là. Parfait, correct. Fraudeuse, danseuse et... Puis droguée. Droguée. Ouais. Toxicomane. Mais ouais, toxicomane. Même qu'elle m'a déjà téléphoné là, pour carrément me le dire, t'as-tu 50$ ou je me jette de la poudre. Là, tu sais, là, c'est... Oui, on a compris. Alors, continuez. Bon. Votre père, lui, c'est un voleur de banque. Oui, c'est ça. Puis après ça, les premières familles d'accueil qu'on a faites, on était toujours ensemble. Tout a bien... Tu sais, on voyait que les familles nous disaient qu'on allait être tous des criminels, qu'on allait être en prison à cause de nos gestes, nos faits et gestes, plutôt. Puis, à un moment donné... Moi, j'ai été parti seul de mon côté. J'ai pogné une famille d'accueil extrêmement sévère qui était
je les aimais pas pantoute dans le temps, mais à cette heure, je les aime en maudit parce que je suis le seul qui est pas dans la famille, qui est pas un criminel. Là. Tu sais, là, je fais ma vie, j'ai bâti ma vie, j'ai la maison, la femme, ainsi de suite. Oui, bien, Maxime, dites merci, non pas à la famille d'accueil, qui a été très sévère avec vous, mais merci à votre génétique. Alors, vous n'avez pas hérité des gènes de la criminalité. Votre frère est devenu criminel? Oui. Eh oui. Ça rentre, ça sort de prison. Puis... Ouais. Alors, c'est connu, d'après les études du Danemark, chez les enfants adoptés, effectivement, lorsque les deux parents sont félons, sont criminels, 85 des enfants deviennent des criminels, peu importe les familles qui vont les élever. Mais il y a quand même un 15 qui reste, Doc Mayou. Voilà! Tu me devances. Bon, tu sais, Il y a comme quand Maxime, même... là, vous dites pas merci à votre famille d'accueil, mais peut-être que oui. Peut-être qu'il fait partie du 15 qui a eu un encadrement, qui a eu... Oui, j'en fais partie, parce que c'est ça que je m'en ai... Oui, j'ai déjà vous faites... tout essayé, oui, mais là, quand j'étais jeune, je m'en allais là-dedans, moi aussi. Attendez un peu, vous n'avez pas compris le volet génétique, la transmission génétique. Il y a 85 qui, à cause de leur génétique, vont devenir des criminels, mais il y en a 15 qui n'ont pas la génétique de criminels et qui ne deviendront pas des criminels. Alors, c'est nettement pour des raisons génétiques. Avez-vous des enfants, Maxime? Attends un peu. Non, j'ai pas fini, oui, moi, Doc. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que je veux quand même voir jusqu'où on peut aller avec ça. Comme Maxime s'en allait dire que lui-ci, il était parti dans cette voie-là. C'est ça, Maxime? Oui, exactement. Puis pourquoi vous êtes... Fond, oui, je vous écoute. Dans le fond, j'avais commencé à faire certaines affaires avec ma famille. Puis, m'amener... d'un sens, l'encadrement de la dernière famille, qui était vraiment ma dernière famille, qui était là, qui me disait non, si tu vas en prison, tu n'auras pas ta liberté, tu ne feras pas ci, tu n'auras pas de permis de conduire, il faut que tu aies ton permis de conduire, il faut que tu fasses ça, tu travailles, tu vas être à ta maison, tu vas bâtir tes choses, ça va être légal, puis tu vas être fier de ce que tu as fait. Fait que, tu sais, ça a tout rentré en conflit. À un moment donné, j'avais comme trop de stress. Non, c'est pas pour moi la criminalité. Puis... Trop de stress parce que vous n'aviez pas la génétique du truand. OK. Écoutez. Ah, exactement, ouais. Je reculerai pas. Non, mais ça nous permet de mieux le comprendre, là, qu'on aille au fond de l'histoire. Oui. Avez-vous des enfants? Non, pas encore. Vous avez quel âge? 28. Oh, vous êtes tout jeune. Vous êtes tout jeune. Est-ce que vous fréquentez une femme? Oui. Est-ce que de son côté, dans ses ascendants génétiques, dans sa famille, il y a des criminels? Non, aucune criminalité. C'est tout du monde très fier, qui ont de l'argent, puis une bonne famille, vraiment une bonne famille, puis une très bonne femme que je suis avec. Puis d'ailleurs, souvent, ça me surprend. Vous êtes surpris de quoi? Je me dis qu'est-ce qu'elle fait avec moi dans ma famille. Tu sais, je veux pas avoir ma famille. D'un sens ou d'un autre, je veux quand même voir ma famille, même si c'est des tout croches, comme on dit. Maxime, vous venez de dire quelque chose d'immonde. Je veux voir ma famille quand même, qu'ils sont des tout croches. Oui. Dangereux. Savourez le fait que vous n'avez pas la criminalité en vous et tenez-vous loin de votre famille. Il en va de votre sécurité, de la sécurité de votre compagne et de la sécurité de vos futurs enfants. Oui, effectivement. Merci, Maxime. Merci beaucoup de votre témoignage. Sa réponse, effectivement. On ne joue pas avec la criminalité. Puis surtout s'il y a des enfants en plus un jour, c'est pas nécessairement une bonne idée de les intégrer à cette famille-là. Si on n'a pas la génétique de truand, on s'en tient loin. On va à la pause. On revient tout de suite. Il est déjà 10h32. Il reste une demi-heure d'émission.
Merci, les auditeurs, de participer. Sérieux, là, c'est tellement grâce à vous qu'on apprend des choses aujourd'hui en lien avec la criminalité versus la génétique versus la responsabilité des parents dans l'éducation. Merci, merci, merci. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Vous pouvez nous texter au 25-226. Ceux qui sont criminels, ceux qui sont dans une famille de criminels, on veut vous entendre aujourd'hui. Daniel est avec nous. Bonjour, Daniel. Bon matin, tout le monde. J'aimerais ça vous dire, vous m'avez manqué cet été, M. Mailloux et Mme José. C'est la première chose. Merci. Cette tranche de ma vie-là, je la partage pas tout le temps. Puis on s'est déjà parlé, je vous ai déjà appelé à l'émission, mais un matin, le petit gars avant moi, là, il m'a fait... il a ouvert une porte, là. Moi, mon père, c'en était un criminel notoire. Oui. Puis j'ai pas été élevé avec mes parents. Moi, j'ai été élevé avec mes grands-parents, justement, parce que c'était des irresponsables, autant mon père que ma mère. Oui. Et puis, on était 4 enfants. Puis on a été 4 enfants élevés différemment. Moi, vers l'âge de 15 ans, ma grand-mère, épuisée, m'a dit « Tu vas aller rester avec ton père. » Puis mon père, déjà là, j'avais remarqué que c'était pas normal. J'avais pas de relation ben avec lui, mais c'était toujours dans le langage commun, c'était toujours de la gaffe, c'était un alcoolique, il était toujours dans ce milieu-là. C'était un receleur, voleur, ainsi de suite. Puis, tu sais, c'était pas normal, là, tu sais. Mais moi, j'étais dans cet environnement-là, puis j'essayais de fonctionner quand même, comme étudiant, ainsi de suite. Puis, un jour, il a fait un vol à main armée, puis il s'est fait abattre par la police. Puis, pour un jeune de 16 ans, vivre ça, puis en plus que c'est son frère qui, lui aussi, était un peu dans la criminalité, qui t'amène dans ça, puis que là t'embarques dans un tourbillon que si t'es pas bien encadré, ben à 16 ans, tu peux pas gérer ça, ces affaires-là. Fait que j'ai pris un masque, j'ai embarqué dans ça. C'était comme j'étais rendu quelqu'un parce que mon père avait fait ce vol-là, tu sais. Puis j'incarnais une intimidation comme, puis mais en dedans de moi, je souffrais énormément. Je le sais, je m'en souviens, là. Je me sentais seul. Puis, il est arrivé que j'ai commencé moi-même à faire des petits délits. Oui. Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai fait un délit quand même assez grave où je travaillais. J'ai été pogné vraiment à la corde au cou, au filet. La police, ils m'ont arrêté puis ils m'ont emmené. Ça, c'est le jour qu'ils m'ont sauvé la vie, ces gens-là. Daniel, vous aviez fait quoi comme délit à 18 ans? J'avais organisé le vol du dépôt du magasin où je travaillais. Oui. Bon. Puis avant ça, j'avais fait d'autres vols, des vols, comment je peux dire, des vols de dépôt, au fond, là, c'était des contacts, là. Puis oui. J'étais dans la même lignée que mon père faisait, là. Oui. Bon. Puis là-dessus, quand je me suis fait prendre, j'étais dans le même poste de police que le policier avait abattu mon père. Puis l'officier en avant de moi m'a regardé puis il dit, puis là, je vais utiliser un mot gras, là. Chris, on a abattu ton père il y a 2 ans, si tu t'en vas. Puis là, je vous parle, là, puis je vais vous dire ce que j'ai répondu. J'ai hurlé dans le poste de police en disant, Chris, vous m'avez laissé tout seul avec ça. Puis ce policier-là, là, j'étais moitié en le disant, là. Ce policier-là, il dit, regarde, on va signer une promesse de comparaître, embarque avec moi. Il m'a emmené manger. Parce qu'il voyait bien que j'étais pas dans mon état. Puis il est venu me porter chez nous. Puis il m'a donné une carte d'un travailleur social. Puis il dit, appelle ce gars-là, là, puis il va essayer de t'aider un petit peu. Fait que j'ai été quand même 3 ans à rien foutre de ma vie, puis à tomber dans la misère, là, dans la marde, là. Puis à un moment donné, je me suis pris en main, puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais finir comme mon père. C'est pas vrai que je veux des enfants dans cet état-là. Puis j'ai commencé à me prendre en main. Mais je vais vous dire de quoi, c'est pas facile. Quand on dit la génétique, Doc, là, j'ai 2 frères, un frère et une soeur qui ont été élevés avec ma mère, qui étaient des gens sur l'aide sociale, ben ça fait la même affaire aujourd'hui. Mon autre frère qui me suivait, qui était élevé par dans le coin de mes grands-parents, lui, il s'est suicidé parce qu'il est tombé schizophrène, qui était dans la criminalité. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. J'ai 2 enfants. J'en ai un qui joue toujours sur la ligne de la criminalité, mais il n'a pas vu ça de moi, certain. Fait que quand on parle de génétique, là, j'ai pas de misère à le croire, Doc. Ouais. Sérieux, là. Il y en a un qui vous a jamais vu là-dedans puis qu'il a tendance à être... Quel âge a-t-il? À peu près. Ben, il a 28 ans.
Sauf que la gaffe que j'ai faite, là, je veux pas me taper dessus. À un moment donné, quand j'ai vu qu'il prenait une tangente désagréable, j'ai quand même une historique familiale, fait qu'on en a parlé ouvertement. Mais lui, c'est comme, hey, mon grand-père, il a fait ça, tu sais. C'est pas long, là, pour se faire aimer de ses chums. Ça, je l'ai vu faire. Puis il s'est valorisé de ça. Oh, c'est ça. Et votre autre enfant, vous en avez un qui verse dans la criminalité à 28 ans. Et l'autre, à quel âge et quel chemin poursuit-il actuellement? Il a 23 ans. Il vient de graduer cette année. C'est le seul qui a son secondaire. C'est le seul qui a un DEP. C'est le seul qui... C'est ma compie conforme. Pour être vu bien des traits de caractère puis des belles qualités. Puis lui, il n'est pas penché vers ça, tu sais. Mais aujourd'hui, à 54 ans, je suis content d'avoir mis de l'honnêteté dans ma vie, d'avoir eu un Doc Mayou il y a 25 ans quand il a commencé à la radio pour m'aider à évoluer, puis des madames comme José. Je veux dire, c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire un chemin. Mais ce drame-là a changé ma vie du jour au lendemain, puis les actions que j'ai posées aussi. Ouais. Mais la génétique, elle est là, pareil. Ouais. Merci beaucoup. Puis merci d'être là, vous aussi. Bonne journée. Ouais. Daniel, merci tellement. Merci beaucoup. Je retiens quelque chose quand même. Il y a eu un policier qui a pris son travail à cœur quand il l'a emmené manger puis qui a donné la carte. Ben oui. Il a peut-être senti que c'était le bon moment pour le faire avec Daniel. Oui, parce il y a des policiers qui deviennent très aguerris à mesurer la propension à la criminalité des criminels. Ils sont capables de déceler par le non-verbal la sévérité de la personnalité antisociale. Et c'est la même chose, moi j'en ai vu beaucoup, et il m'arrive à l'occasion de déceler dans le non-verbal de quelqu'un, d'un homme que je rencontre, sa propension à la criminalité et la sévérité de l'atteinte de la personnalité antisociale. Ils ont un regard très particulier et il y a des policiers observateurs qui sont capables d'avoir une idée assez globale. Et d'après la réaction de ce jeune-là, le policier... Wow, quand il a hurlé, là... Oui, là, attends un petit peu, là, celui-là, là, c'est pas notre tueur d'habitude, celui-là. Oui. Alors, ça peut arriver. Donc, on va aller à la pause. Pour retour, on va parler avec Daniel, qui a découvert dans les journaux que son frère est un meurtrier. On s'en va tout de suite au téléphone. On va parler avec Daniel, qui est avec nous. Bonjour, Daniel. Bonjour. Oui, Daniel. Oui, moi, je me rappelle à l'âge de 14 ans, je gardais des enfants. À un moment donné, j'ai regardé la photo. Allopolis, c'est un journal qui était acheté beaucoup dans ce temps-là. Et j'ai vu en première page le nom de mon frère disant qu'il avait tué quelqu'un sur les plaines d'Abraham. J'ai resté surprise parce que ce nom-là, on le voit pas souvent. C'est pas un nom qui est commun. Quand que je suis arrivée, j'ai fini mon gardiennage, j'étais allée voir mes parents adoptifs, puis j'ai dit, est-ce que c'est vraiment mon frère? Ils m'ont répondu oui. Je peux même pas décrire comment que je me suis sentie. Je trouvais ça dégueulasse. Et à ce moment-là, je me suis juré qu'il n'est pas question que je tiens aucun lien avec cette famille-là. J'en ai pas eu beaucoup, mais par contre, j'ai deux frères, un frère, puis deux sœurs, et c'est eux qui ont cherché à me contacter, à avoir des contacts. Puis quand la plus vieille de mes sœurs est décédée, elle s'est suicidée parce que elle a été élevée un peu avec mon père, fait qu'il l'a forcé à voler dans les bars, faire des poches, il pas eu de prostitution, par exemple. Mais c'est quand même dégueulasse qu'est-ce qu'il a fait vivre, que j'ai su par... j'ai dit ça quand j'étais allée au salon mortuaire, quand elle est décédée. Moi, quand je suis rentrée au salon, tout le monde me connaissait, mais moi, je connaissais personne. Je suis allée parce que mes parents adoptifs l'ont aidé financièrement. Puis elle aimait beaucoup les animaux, puis elle faisait souvent du troc là, de petits animaux avec mon père adoptif. Puis quand elle avait besoin financièrement, quand il pouvait, il l'aidait. Fait que le seul contact que j'ai eu, c'était avec elle. Et on se ressemble énormément. Fait que quand elle a décédé, ça a fait tellement bizarre. Là. C'était comme si je me voyais dans la tombe. Là.
Et vous dites que vous avez 2 sœurs, un frère donc criminel, votre sœur aussi, et votre autre sœur, elle? Oups, ça coupe, malheureusement. Non, Daniel, on ne vous entend plus. Oui, est-ce que vous m'entendez? OK, oui. Votre autre sœur, votre autre sœur? Bien, c'est plus des problèmes de santé, je dirais. C'est qu'elle a des problèmes d'alimentation. Elle a fait plusieurs des tentatives de suicide aussi, comme Francine, celle qui est décédée. Elle fait plusieurs tentatives de suicide. C'est des choses que j'ai su rendues là-bas, là, quand j'étais. Elle est décédée comment, votre sœur qui s'est suicidée? Quel moyen a-t-elle utilisé? Ah, malheureusement, le son n'est pas bon. Zut de zut. OK. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Daniel. Oui. Donc, Daniel, si on comprend bien, il aurait gagné à la loto de la génétique? Ben oui. Oui, elle n'est pas comme ça. Expliquez-moi, j'aimerais ça. À la fois au niveau psychiatrique, ça se peut qu'il y ait de la maladie psychiatrique dans la famille et des comportements, des personnalités antisociales, c'est-à-dire des personnalités criminelles. Ça peut exister, mais pas nécessairement. Allez pas croire qu'il y a un lien entre les personnalités antisociales et puis la schizophrénie, non. Ça arrive-tu souvent, ça, Doc? C'est souvent le père, là, ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais que le père incite un de ses enfants dans la criminalité. Ben oui. Oui. OK. Ah, on a retrouvé Daniel. Daniel? OK, oui, vous m'entendez bien? Oui, excellent. Oui. Donc, Doc Mailloux vous demandait de quelle façon elle s'est suicidée, votre sœur L'aînée, Francine. oui. Oui, c'est qu'elle avait coupé les veines du poignet plus la médication. Okay. Ouais. Elle avait pris toutes les pilules qu'elle avait trouvées dans la pharmacie. C'est ce qu'on m'a dit. Elle est morte de l'hémorragie ou elle est morte de l'intoxication? Avez-vous idée? Est-ce que vous savez? Ça, c'est difficile parce que je l'ai su, elle était décédée. Puis, elle avait quand même prévu son coup parce que c'était... elle est morte à Victoriaville, l'endroit où est-ce que je restais, puis elle restait pas là du tout. OK. Elle a fait le tour de la famille. Moi, ce que mon beau-frère m'a dit dans le temps, c'est que j'ai dit pourquoi qu'elle ne m'a pas appelé. Il a dit c'est parce qu'elle avait rien à régler avec toi, Daniel. Parce qu'elle est allée voir tout le monde qu'elle avait des comptes à régler avant. OK. Et votre autre sœur, toujours vivante, malgré plusieurs tentatives de suicide? Oui, elle a 5 enfants de 5 pères différents, dont 4 sont placés. 5 enfants, 5 pères, 4 placés. Ça va pas bien à la shop. Qu'est-ce qu'elle a comme trouble alimentaire? Mange trop ou pas assez? Je faisais vomir à ce que j'ai su, non? Oui, mais elle se fait pas vomir beaucoup parce qu'elle a eu 5 enfants, Daniel. Ah oui? Est-ce que vous l'avez déjà vu, cachectique, c'est-à-dire reine maigre? Très, oui, c'est squelettique, là. Ben, oui, on voyait les côtes, là, parce que moi, elle est venue me voir, je travaillais dans une boutique dans ce temps-là, puis elle me disait, t'es ma soeur. Ah ouais, OK. Que j'ai jamais réellement cherché à les trouver. Moi, j'ai une question pour vous. Quand vous avez connu l'histoire de frères et sœurs, ça vous a-tu fait peur vous êtes-vous questionné non, pas du sur tout. vous-même? Au contraire, non. C'est que je voulais pas avoir de contact avec cette famille-là, mais j'ai jamais eu de peur ni de crainte. Au niveau de votre génétique, là, c'est ça que je veux savoir. Tu sais, quand tu dis, tous mes frères et sœurs ils ont cette génétique-là. Non. On m'a déjà dit quand que j'ai été hospitalisée pendant 16 jours parce que c'est une maladie rare qui a été trouvée, qui se demandait voir si je pouvais faire des tentatives de suicide parce que c'était un moment très, très difficile. Il fallait que je réapprenne à marcher, tout ça. Ils m'ont gardé même 2-3 jours de plus parce que j'avais dit que c'était trop difficile de vivre comme ça. Mais j'aurais jamais fait ça. Est-ce que c'était un Guillain-Barré que vous avez fait? Non, c'est la maladie de Vic. Je la connais pas. Moi, c'est apparenté beaucoup à la sclérose en plaques, mais c'est au niveau de la moelle osseuse, une inflammation de la moelle osseuse. Oui, un peu que dans mais je m'en sors très bien. Bon. Là, je suis bien suivie, puis je m'en sors très bien. Avez-vous engendré des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Quel âge ont-ils? Mon garçon, il approche
mon Dieu, ça va vite. À peu près. Qui a travaillé 39 ans. Oui, et votre fille? Puis ma fille, elle a 32. OK. Et ils vont très bien. Ils vont très bien. Ma fille est infirmière. Là, présentement, elle travaille pour l'association de la sclérose pas sclérose en plaques, mais Alzheimer. Oui. Puis mon garçon, il est dans les transports, là, et c'est lui qui fait la gestion des transports d'autobus. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci d'en témoigner. Merci. Merci. Donc, Doc, question pour vous, femme 26 ans. Oui. Bonjour, Doc. Je me demandais en lien avec le sujet si une petite fille de 5 ans pourrait démontrer certains signes de délinquance. Si elle a commencé à faire du mal à des animaux et cherche à faire du mal, violence psychologique et verbale lors de colère. Que dois-je faire? Je suis désemparée. Aidez-moi. Bon. Chez une petite fille qui a des comportements comme ça, j'essaierai de comprendre son niveau de frustration au quotidien. Est-ce qu'il est possible que cet enfant-là soit profondément frustré au quotidien? Frustré dans la satisfaction de ses besoins de base, depuis quelques années déjà. C'est la première démarche que je recommande. Avant de penser à un volet génétique, on pense à un volet acquis. Et c'est une enfant qui est profondément frustrée. Est-ce qu'elle est génétiquement facilement frustrable, intolérante aux frustrations? C'est possible. Mais il y a des enfants maintenant qui sont frustrés dans la satisfaction de leurs besoins de base en très bas âge. C'est-à-dire qu'ils sont mal parentés. On ne leur témoigne pas l'affection, l'attention et l'intérêt qu'ils ont besoin. Et ça varie beaucoup, ça. L'affection, l'attention puis l'intérêt au développement, ça varie énormément d'un enfant à l'autre. Alors, avec le géniteur, chère madame de 26 ans, asseyez-vous tranquillement, puis revisez ce que vous faites, comment vous êtes comme parent. Comment vous réagissez? Trop sévère? Pas assez affectueux? Contrôlant? Surprotecteur? Allez-y gaiement, là. Regardez-vous comme il faut. Parce que non, à 5 ans, je ne penserais pas à une personnalité antisociale chez une fillette de 5 ans. Non, c'est pas le premier élément, la première hypothèse à contempler, Josée. OK. On a engendré au Québec, depuis Pauline Marois et ses garderies d'État, beaucoup de jeunes enfants extrêmement frustrés. Je vous le dis. Ici, on a une femme, elle dit « Je travaille dans les écoles comme intervenante. Et un jour, un jeune m'a dit « Mon père a arrêté de me battre lorsque j'ai commencé à voler. » C'est triste, pareil, quand tu penses... C'est des choses qui peuvent arriver. Dans les familles de bandits, de félons, de délinquants, de truands, c'est comme ça que ça se passe. Comment on fait... Vous avez dit tantôt que c'est pas mal vers l'âge de 9 ans. Oui, qu'on commence à être capable de détecter. Il y a quelqu'un qui veut savoir c'est quoi les signes pour détecter qu'un enfant de 9 ans peut avoir une personnalité antisociale? Mettre des petits feux et puis cruauté envers les animaux et les autres enfants. Un peu ce que la dame nous a dit de sa fillette de 5 ans, mais pas 5 ans. Sauf à 9 ans. Oui, 9 ans. Ben oui. Il faut leur donner une chance qu'ils sachent ce qu'ils font, là. Alors, cruauté... voulu planifier avec les animaux et les autres enfants. Et où? Avec les autres enfants. J'ai aussi une autre question. Puis l'attrait vers faire des petits feux. OK. Et l'autre question, c'est parce qu'aujourd'hui dans l'émission, merci à tous ceux qui ont participé, mais on s'est tous rendu compte qu'il y avait un parent qui avait un passé criminel. Dans le cas qu'il y a des criminels dans une famille où les deux parents n'ont pas de génétique criminelle, on peut-tu sauter des générations? On peut-tu regarder du côté des grands-parents, des arrière-grands-parents? Ça peut-tu aller là? Définitivement, Josée. Définitivement. Nos gènes... Josée, les gènes sont immortels. Ça peut-tu même le mononcle? Ça peut-tu être... Oui. Ben oui. Fait qu'il faut ratisser large, là. Ouf, oui. Oui. Puis là, j'ai une question très dure. OK. Une femme rencontre un homme qui a un passé criminel élevé. Suggérez-vous que... pas d'enfant avec cet homme-là? Ne me regarde pas. Vous avez entendu l'information que j'ai donnée. Le reste, pas de mes affaires. Ça va vous faire plus de clients dans votre bureau mercantile que vous êtes. Informez
et assumez. Mais venez pas vous plaindre, par exemple. Mais il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. Voilà. Alors, mon rôle, c'est de partager l'information que je connais. Ce que vous en faites, ça vous regarde. Quand il y en a un des deux qui est criminel, il y a des possibilités d'engendrer des enfants qui seront criminels. Puis quand les deux sont criminels, ben c'est quasiment assuré. C'est beaucoup plus élevé encore. Oh oui, c'est dans un registre très élevé. Mais pas tous. Alors, vous pouvez avoir 2 bandits qui se croisent, qui ont des enfants, et il y a 15 des enfants qui naissent de parents bandits qui font d'honnêtes citoyens, malgré qu'ils vont grandir dans ces familles de truands. À un moment donné, non, ça devient intolérable. On a eu des témoignages aujourd'hui. Oui. Ça devient intolérable. Non, ils sont pas bien. Parce qu'il y en a qui aiment ça, être criminel. Bon, mais là, on a l'exemple voilà. de Maxime qui est élevé dans une famille sévère qui pensait l'avoir sauvé, mais finalement, il s'est rendu compte que c'était trop stressant pour lui d'être criminel. Oui! Donc, il n'avait pas la génétique. C'est ce qui complète Il notre avait émission. pas, ou il y en avait peut-être une petite graine, mais pas assez. Donc, Maillot, merci. Ça fait plaisir. Alexis, merci beaucoup. Et à vous, les auditeurs, wow! Merci de votre participation. À demain. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.